Je voudrais parler de la figure emblématique de Jérémie et de cette figure arrivée à l'OIR et enfin traiter Albert Cohen et la cause des réfugiés. Alors, qu'est-ce que le personnage de Jérémie nous apprend du regard d'Albert Cohen sur les exilés et les réfugiés ? Je montrerai ici à quel point le dramaturge, le romancier et le conseiller juridique, puis le directeur de la section de la protection à l'OIR, ne forment qu'une seule et même personne, qui a consacré une grande partie de sa vie d'écrivain et de juriste au service des réfugiés, qui sont partout et pour toujours des étrangers par excellence. Le personnage de Jérémie apparaît pour la première fois dans la pièce de théâtre Ézéchiel, qu'Albert Cohen soumet à Louis Jouvet en 1927, qu'il dépose à la Société des auteurs en 1928 et qui est publié en 1930 dans la revue Palestine, Nouvelle Revue Juive. Par commodité, je choisirai de parler de cette version comme celle de 1927. Il y aura deux autres versions, l'une en 1933, à laquelle Albert Cohen a apporté de nombreuses modifications avant les répétitions, c'est la version de la Comédie Française, et l'autre en 1956, version définitive publiée chez Gallimard, c'est celle que nous connaissons aujourd'hui. Jérémie joue un rôle central dans l'intrigue. Porteur du message fatidique de la mort du fils, il est celui qui propose une alternative à Ézéchiel, le père endeuillé, rendant possible sa renaissance et lui permettant de projeter une paternité future. Ce schéma ne varie pas d'une version à l'autre de la pièce. On retrouve le personnage en 1938 dans Manche-Clou. Dans ce roman, Jérémie gravite autour de la sphère valeureuse, mais il n'interagit qu'avec le Marseillais Scipion Escargassas ou avec Solal. Il est affublé d'un accent savoureux qui donne lieu à de véritables morceaux de bravoure. Il était détenteur de la vérité dans Ézéchiel, il ment dans Manche-Clou jusqu'à ce que le masque tombe et qu'il avoue qu'il est juif, sous la pression de Solal, qui joue au chat et à la souris avec lui. Selon les versions, Jérémie a des origines et des caractéristiques diverses, mais la constante demeure. C'est un pauvre émigrant perpétuel, un maigre petit émigrant. Entre les différents états de la pièce, de théâtre et le roman, le personnage évolue. S'il porte toujours le même prénom, son patronyme change. Solal dans les Didascalies, puis Alphon dans la première version d'Ézéchiel, Alévi dans la seconde et Israël dans la troisième. Autant de noms de famille de plus en plus explicitement juifs, comme si le dramaturge entendait affirmer toujours davantage l'identité juive de son personnage. C'est un choix audacieux dans les années 30 en France ou en Suisse. Une énumération d'attitudes et d'états contradictoires constitue le portrait psychologique de Jérémie dans les Didascalies en 1927 et en 1933 et en 1938 dans le roman. Avant-guerre, d'une version à l'autre, le caractère du personnage verse dans l'assujettissement et la servilité, et ce, de plus en plus. Hilar, aimable, menteur, bon cœur, indiscret, poète, mendigo, en 1927, alors qu'en 1933, la description s'enrichit des vocables soumis, caressant, tendre, obséquieux. Son affabilité et sa douceur sont forgées par la nécessité de plaire pour survivre. On le voit bien aussi dans Manche-Clou, où face à Solal, il sourit. Le narrateur fait alors ce commentaire. « Ô sourire servile, seule défense du pauvre Jérémie ». En 1956, le dramaturge a retranché les mots obséquieux, hilar et menteur pour ne garder que les aspects positifs du personnage. Tantôt banquier, spécialisé dans le change des monnaies étrangères, tantôt mendiant, petit commerçant ou encore vendeur de pistaches, le personnage est bel et bien ancré dans la réalité historique de son époque. Les immigrés juifs d'Europe centrale dans l'entre-deux-guerres formaient, je cite, l'émigration de la misère et étaient de modestes conditions. Ils exerçaient de petits métiers à domicile dans le textile, la fourrure ou encore ils étaient commerçants forains. L'entre-deux-guerres est marqué par un afflux très important d'immigrés. Dans un premier temps, ils sont bienvenus en France et de 1919 à 1932, l'immigration est organisée. Les besoins de reconstruction sont importants et la main-d'œuvre fait défaut car le pays a perdu 1,5 million d'habitants, pour la plupart de jeunes hommes. Les immigrés, pour autant qu'ils aient un contrat de travail, disposent d'une carte d'identité et ils bénéficient des droits fondamentaux en matière de circulation, d'acquisition de biens, d'association, etc. Mais il leur est bien sûr interdit d'intervenir dans les débats politiques et les conflits sociaux sous peine d'être expulsés.
En Suisse, patrie d'adoption d'Albert Cohen, la Première Guerre mondiale a entraîné l'afflux de réfugiés militaires, déserteurs, réfractaires, auxquels on reprochait des activités illicites, le plus souvent des trafics. Ils étaient perçus comme source de danger pour la sécurité intérieure et extérieure du pays. Après la Première Guerre mondiale, le problème de la surpopulation étrangère est fréquemment évoqué lors des débats politiques. À quoi ressemble Jérémie ? Des 4 versions du personnage, celle de 1927 se distingue, parce qu'il est gras, rondouillard, habillé à l'oriental. Il porte des culottes bouffantes, une babouche recourbée, un tarbouche et il a un tapis de Perse sur l'épaule. En revanche, dans la version de 1933, et son allure correspond désormais plus ou moins à celle qu'on lui connaîtra jusqu'en 1956, Jérémie est maigre. Il a un corps tordu et le visage minable, les pieds traînants et le dos courbé. Il n'est oriental que dans le premier état de la pièce. Sinon, il est originaire d'Europe centrale, tout comme un très grand nombre d'émigrants qui affluent dans les années 30. Des 3 versions d'Ézéchiel à celle de Mancheclou, le personnage tend vers un amaigrissement et un rabougrissement, métaphore de la condition des Juifs qui se dégrade de façon marquante au début des années 30, quand la crise économique commence à se faire sentir en France, avec des répercussions directes sur la population immigrée. Le sous-emploi touche alors 1 million de personnes, exacerbant la xénophobie de la population. En Suisse, en 1924 déjà, un rapport du Conseil fédéral préconise une politique plus restrictive à l'égard des immigrés. Les exigences pour obtenir l'établissement sont alors plus longues et compliquées. L'assimilation devient une condition préalable à la naturalisation définitive. En était exclue la catégorie, je cite, des étrangers par nature, qui s'appliquait aux Slaves et aux Juifs d'Europe de l'Est. Les étrangers par nature et les éléments indésirables, je viens de citer, anarchistes, bolcheviques, communistes assimilés à l'Union soviétique, pouvaient tout au plus obtenir l'établissement, mais certainement pas la naturalisation. Les intellectuels juifs qui avaient joué un rôle de premier plan dans la révolution russe se trouvaient particulièrement visés. Le dénuement, la solitude, les pérégrinations et les persécutions sont le lot des émigrés et Jérémie n'y déroge pas. Dans la version de 1956, il interpelle son chiot. « Quelle vie nous avons, et Titus, toujours peur, toujours expulsé, toujours en route. » La tenue vestimentaire de Jérémie porte les stigmates d'une vie d'errance et de pauvreté. En 1933, la description de l'accoutrement du personnage est très détaillée et sera reprise en grande partie dans le texte de 1956. La lévite effrangée, usée, les pantalons en loques retenus par un échafaudage de ficelle, la bande de gros tricots rouges en guise d'écharpe, un vieux bas de golf qui sert de cache-nez supplémentaire, un énorme soulier éculé que Jérémie perd souvent, avec lequel il s'évente ou se gratte le dos, un seul gant troué. Cet assemblage hétéroclite tient du déguisement. Ce qui résume fort bien la conclusion du dramaturge dans la version de 1933, lorsqu'il clôt ainsi la présentation du personnage. Cette pauvre cape dans laquelle il se drape donne à ce gueux des routes un aspect grotesque et poétique. Ce commentaire disparaîtra de la version définitive, mais le caractère bouffon demeure. Le trait est forcé, le soulier qui sert d'éventail constitue un détail clownesque. C'est le paradoxe de ce personnage, à la fois pathétique et drôle, un peu à la manière de Chaplin que Cohen admirait. Dans Mancheclou, Jérémie est tiré vers une féminisation sans ambiguïté, mais grotesque. Refusant de se laisser offrir des chaussures d'homme par Scipion, il chausse des bottines féminines. Sa lévite rafistolée lui donne même une expression frivole. Son bagage témoigne de ses pérégrinations. Sa valise en 1927 est vieille, en carton troué, fermée à l'aide de ficelles et de fils de fer à nœuds compliqués. La description de 1933 en propose la version la plus terrible. La valise est déchirée, rapiécée, tragique de délabrement, de persécution, de naufrage et de ballottement. La valise de l'éternel errant est usée à l'image de son propriétaire. La juxtaposition des étiquettes qui lui sont apposées empêche toutefois de basculer dans le pathos et crée un effet comique. La première version est la plus détaillée et la plus fantaisiste, alternant les destinations les plus variées avec des infinitifs injonctifs ou des adjectifs dépréciatifs. Émigrant, Varsava, à désinfecter, Montevideo, à refouler, Strasbourg, Caïro, à diriger sur le Lazaret, New York, indésirable, 4e classe.
Sur l'autre face de la valise, une affiche est collée portant les mentions suivantes: archives de la Banque internationale et ambulante, prêts sur gage, vente d'ouvrages de philosophie et de bijoux, conseils juridiques et moraux, mariage, on fait la commission et les commissions, ouverts toute la nuit. En 1933, un seul lieu de destination est mentionné cette fois, Jérusalem, qui n'apparaissait pas auparavant et que l'on ne retrouve plus en 1956. Dans la version définitive, contrairement à son habitude, Albert Cohen n'a pas fait d'ajout. Émigrant, à désinfecter, à refouler, indésirable, 4e classe, et en caractère grossièrement tracé à la main, Banque internationale, mariage, ouvert la nuit. Nous connaissons tous la prolifération dont l'écrivain faisait état quand il évoquait sa manière d'écrire. En cette matière, au contraire, il a gardé l'essentiel, dépouillant de leur fantaisie les premières étiquettes pour tendre vers une dramatisation de l'accessoire emblématique de la condition du personnage. Le contenu de la valise varie également. En 1927, ce sont des défroques, un samovar, un clairon, un os d'agneau rôti, une pendulette, un bicorne de général, une défense d'éléments, une chaîne d'oignons, un vaporisateur. Autant d'objets disparates que l'on ne s'étonnerait pas de trouver, pour la plupart d'entre eux du moins, dans la malle d'un commis voyageur. L'os rôti est une allusion au traditionnel plateau du Seder de la Pâque juive. Dans la deuxième et la troisième version, on ignore ce qu'elle contient, si ce n'est qu'une manche en dépasse. Dans Manche-Clou, un bois de serre pointe d'un trou de la valise et Jérémie va y prendre un énorme Talmud. Toutes ces indications pourraient passer pour fantaisistes si on ne les retrouvait dans les descriptions des milliers de personnes déplacées et d'exilés qui sillonnèrent l'Europe au début du XXe siècle. Dans une des chroniques de Billancourt datée de 1930, La Petite étrangère, Nina Berberova dépeint le peuple des réfugiés, dont la pauvreté rappelle celle de Jérémie. Je cite : « Les hommes barbus, sombres, étaient assis près de leurs misérables bagages qui ne quittaient pas des yeux, bagages qui avaient transité par toute l'Europe et d'où émergeaient des théières, des icônes et des souliers. » Dans les trois versions, Dans les trois versions d'Ézéchiel, Jérémie est un solitaire qui a pour seule compagnie un chiot qu'il aime beaucoup, au point qu'il envisage un moment qu'il soit d'origine juive. Par le très banal anthropomorphisme du maître de chien, Jérémie s'adresse à Titus comme à un enfant. Dans les versions suivantes, il considère le chiot comme son égal. Je cite : « Pauvres nous sommes, et mon fils, 2 émigrants, 2 petits commerçants, 2 pauvres juifs. » Il entraîne l'animal dans un rêve éveillé où il se projette comme un homme important ou comme le président d'une république. Je cite : « Et toi, je crois, tu aimerais être soldat ou colonel avec des éperons. Tu serais insolent avec moi. Tu me dirais : tiens, Jérémie, tiens, fils de la savate, prends ton passeport et va au diable. Comme ça, tu me dirais, petit coquin. » La solitude a brouillé les frontières entre l'animal et l'homme. Dans son exposé à la Commission de l'éligibilité et de la protection, Albert Cohen voit dans l'isolement un des handicaps du réfugié qui n'a pas, je cite, « derrière lui, invisible et puissante, la force d'une collectivité nationale. Il n'est pas une des cellules d'un grand corps social, il est un isolé », explique-t-il, avant de conclure par les paroles de l'Ecclésiaste « Malheur à l'homme seul ». Le passeport occupe une place importante dans les bagages de Jérémie, comme nous allons le voir ici. Dans la première version, Jérémie évoque le long voyage de 2 années qu'il a mené d'Ithaque à Céphalonie, via l'Égypte, la Chine, l'Arabie, Israël et Paris. Ce voyage semble voulu plutôt que subi. Je cite : « Je fis voile vers des pays variés, confiant en la protection de l'Éternel et en la vertu de mes passeports. » Dans la version définitive d'Ézéchiel, il livre avec malice quelques détails sur les 10 passeports qu'il sort de sa besace. Je cite : « Ceci est le permis de chasse d'un lord anglais. Il me sert de passeport quelquefois. Il est très bon à cause du cachet. Ceci est un diplôme de pédicure. Il m'a servi de passeport en Perse. Ceci est un vrai passeport. Il ne me sert jamais. » En d'autres termes, les passeports ne sont utiles que lorsqu'ils comportent un cachet ou lorsqu'ils ont l'apparence d'un papier officiel. Les diplômes sont ornés de motifs, de frises, ils sont datés, signés, tamponnés. Ils peuvent en imposer à un douanier qui ne déchiffre pas les caractères latins.
Dès 1927, l'importance cruciale de la présentation matérielle des passeports pour la circulation et la sécurité des exilés est soulignée, préfigurant ce à quoi Albert Cohen consacrera une part importante de son temps au Comité intergouvernemental pour les réfugiés et à l'Organisation internationale pour les réfugiés, c'est-à-dire à l'élaboration d'un document de voyage qui remplace le passeport national. Nous connaissons tous le soin que porta Albert Cohen à l'élaboration du passeport pour les réfugiés, son plus beau livre. Après la Deuxième Guerre mondiale, il fallait qu'il fût presque luxueux pour servir de bouclier aux malheureux apatrides. Il disait que le certificat Nansen était une feuille de papier vite chiffonnée et toujours méprisée par les douaniers et les agents de police. Des tourments que Jérémie a endurés, les diverses versions sont similaires à quelques détails près. Si le corps même de l'anecdote est semblable, le lieu où se produit l'incident varie significativement. Dans la version initiale, Jérémie est brutalisé en France. Les fils de notre race sont traqués par des démons appelés commissaires. Il a été retenu 3 heures par l'un d'eux, un diable à ventre tricolore, qui ne comprenait pas pourquoi son passeport grec indiquait qu'il était à la fois argentin et serbe. Je cite. « Cela me paraît assez simple pourtant. Eh bien, l'imbécile fils de Satan ne voulait pas me lâcher. Ces gens ne saisissent pas les nuances. » En 1933, c'est à Berlin que Jérémie est confronté à la violence policière. Les contrôles de la police se multiplient ainsi en France au début des années 30, car la surveillance des étrangers est devenue un souci constant. À partir de 1931, la crise se faisant de plus en plus sentir et le chômage touchant certaines professions, la France développe des moyens législatifs et administratifs propres à dissuader les nouveaux arrivants. Une loi met fin à la politique d'immigration des années 20 pour protéger la main-d'œuvre nationale. Le visa du ministère du Travail n'était accordé que pour des professions où il n'y avait pas de main-d'œuvre française suffisante. De 1932 à 1939, des rapatriements de travailleurs étrangers sont même organisés. Désormais, tout nouveau réfugié allait être considéré comme une charge pour la société et comme un concurrent indésirable pour les travailleurs français. À l'heure où de nombreux réfugiés arrivaient justement d'Allemagne, en 1933, quand Hitler est arrivé au pouvoir. En Suisse, à partir de 1933, le Conseil fédéral apporte également des restrictions à la pratique de l'asile. Les autorités cantonales reçoivent alors l'ordre de veiller à l'application des mesures policières à l'égard des étrangers et de s'opposer par tous les moyens à l'établissement des étrangers par nature. Cette politique a des répercussions terriblement néfastes dans la mesure où le droit d'asile ne s'appliquait pas aux Juifs, eux qui étaient particulièrement menacés. Concernant les persécutions, Jérémie relate dans les versions de 1933 et de 1956 un épisode douloureux où il est torturé parce qu'il est juif. Je cite. « Justement, en Russie, au temps d'un empereur, ils m'ont mis ces menottes et ils m'ont enfermé en prison parce que je m'appelle Jérémie. Ils m'ont frappé, les Cosaques. Ils m'ont arraché la barbe et les ongles. » Dans la version de 1956, il dit à Ézéchiel qu'être juif est une catastrophe. Et il raconte exactement dans les mêmes termes que précédemment ce qu'il a souffert, non des Cosaques cette fois, mais des Allemands. Dans les deux récits, il s'indigne du traitement qui a été infligé à sa Bible et dédramatise ce que lui-même a dû supporter. « Mais ils ont déchiré ma Bible, Seigneur, le livre de vérité, et ils ont blasphémé son nom sacré. » Dans Manche-Clou, je cite, « Jérémie ne cessait de raconter à Scipion les injustices des messieurs allemands qui l'avaient mis en prison parce qu'il était juif et qui lui avaient cassé les dents auxquelles il tenait le plus. » Fin de citation. Dans la version de 1927, cette anecdote n'est pas relatée, mais lorsqu'Ézéchiel évoque les persécuteurs des Juifs, Jérémie réagit vivement, mettant sa main contre la bouche d'Ézéchiel. « Non, non, vous êtes injuste, Seigneur Ézéchiel. Je vous assure qu'ils sont très gentils, les gentils. » À part les commissaires de police, bien entendu. Voyez-vous, tout de même, les hommes sont bons. Il faut les aimer, pardonner leurs erreurs. Nous sommes leurs frères dans le malheur. J'ai beaucoup voyagé, et tout ridicule mendiant que je sois, je les connais. Jérémie adopte un discours conciliateur qui se réfère implicitement au message christique de l'Évangile. On retrouve dans l'expression « frère dans le malheur » les accents inspirés et messianiques des paroles juives. Mais les gestes de Jérémie mentionnés dans les didascalies montrent bien qu'il est conscient de la cruauté des épreuves qu'il a traversées, ce dont témoigne son bagage. Je cite, « Il aperçoit sa valise dont on voit le côté persécuté. Gêné, il retourne la valise. » Dans les autres versions, cette marque de la lucidité de Jérémie cachant sa valise a disparu. La vision idéaliste de l'homme immature mais bon persiste dans la version de la Comédie française.
Je cite, « Mettant sa main contre la bouche d'Ézéchiel avec beaucoup de douceur, de sagesse et de force. Non, non, vous êtes injuste, Seigneur Ézéchiel. Je vous assure qu'ils sont très bons. Même les Cosaques, les hommes sont des enfants qui ne savent pas. Moi, je les connais. » Elle est encore présente dans la version de 1956. À Ézéchiel qui maudit les persécuteurs, Jérémie répond sans esquisser de geste cette fois. « Non, Seigneur, ils ne sont pas méchants, les Allemands. Ils sont des fils, ils aiment leur maman. Ils chantent des jolies chansons. Seulement, ils ne comprennent pas que les Juifs ont mal quand on leur fait mal. C'est comme les enfants avec les mouches. Et puis, que voulez-vous? Nous n'avons pas de chance, nous autres. » Dans Manche-Clou, le personnage dénonce les mauvais traitements qu'il a subis des Allemands sans leur garder rancune parce que ce sont des enfants qui ne savent pas au fond et ils ne sont pas méchants. La justification de la férocité des antisémites se fait de plus en plus sur la base d'une explication infantilisante de l'attitude des persécuteurs. Jérémie compare l'homme méchant à l'enfant qui, faute d'imagination, il ne soupçonne pas que ça leur fait mal, tyrannise les mouches. Il ne répond pas à la haine par la haine, mais par l'amour. Il prononce des paroles à vocation pédagogique. Son argumentation, dans la version la plus récente de la pièce, rappelle très clairement la célèbre réplique de Shylock dans Le Marchand de Venise. Tout ceci indique que le personnage prend une distance avec la situation. Il persiste à croire en l'homme, ce qui rendra la réconciliation possible. Le regard du narrateur sur le personnage de Jérémie nous instruit sur le point de vue d'Albert Cohen dans le roman. Sans restriction, il témoigne de son amour pour lui. Je cite, « Ce vieil Israélite de mon cœur, je suis son fils et son dévot. Oui, son dévot, car il est de la race qui a proclamé l'homme sur la terre et combat à la nature. » Son empathie pour Jérémie s'étend au peuple juif tout entier. Je cite, « Ô mes Juifs, pauvres mythes de la terre qu'on déteste et écrase si facilement entre deux mains battantes. Ô mes Juifs, aigles inouïs. » Albert Cohen ne craint pas d'en mettre en exergue les faiblesses dans une démarche résolument militante, car il fallait beaucoup de courage dans l'entre-deux-guerres pour oser montrer la misère des humiliés qui courbaient l'échine, tout en conservant, malgré tout, les valeurs morales les plus hautes. La complexité de la problématique identitaire de Solal transparaît au contact de Jérémie lorsqu'il se fait passer pour un délégué argentin à la Société des Nations. Il éprouve une immédiate compréhension de la position de l'exilé. Je cite, « Solal considéra le visage tourmenté du vieil enfant qui, depuis plus de 60 ans, savait que le monde n'était pas bon aux miséreux sans patrie. Bien qu'il sache que le vieil homme est un usurpateur malgré lui, qui ne connaît rien de l'Argentine, Solal s'amuse à l'effrayer et le pousse cruellement dans ses retranchements, lui posant toutes sortes de questions sur ce pays dont le malheureux ignore jusqu'au nom de la capitale. Peu après, Solal mime Jérémie, exagérant jusqu'au grotesque ses manières dans une appropriation délirante des caractères dévolus aux Juifs par les pires caricaturistes. Il surjoue avec délectation le rôle du vieux Juif terrorisé. Il tortille, je cite, une barbe imaginaire, voûte le dos, fait des mimiques de peur, une lippe énorme et des sourires câlins. Le narrateur clôt la séquence par cette observation. Sa lèvre était rieuse, mais ses yeux étaient tristes. Solal, en effet, est en proie à son ambivalence fondamentale. Il est à la fois adorateur de son peuple et impitoyable jusqu'au dénigrement. Je cite, « Et l'autre, le Jérémie, le prophète aux pistaches, suspendu dans la penderie à vêtements, cerné par la juiverie, et si faible quand il en voyait un. Les Juifs étaient ses maîtresses et ses adultères. » La situation avant-guerre, quand l'afflux des réfugiés se faisait de plus en plus important, a provoqué des tensions parmi les coreligionnaires inquiets du nombre de personnes qui venaient de l'Est. Les nouveaux venus risquaient en effet, je cite Marus, de saper leur statut social tout neuf et de dénigrer leur acculturation. Cela leur rappelait leur identité d'avant l'émancipation et engendrait un malaise, voire de l'aversion. En même temps, ils étaient mus par la nécessité de prendre soin de leurs prochains et de protéger les plus démunis. L'ambivalence de Solal n'était donc pas un phénomène isolé. Souvenons-nous du reste que c'est le manteau que Solal a acheté de Jérémie qu'il endosse pour se présenter à Ariane dans sa chambre à l'amorce de l'intrigue qui nourra leur destin. Jérémie est emblématique du peuple nombreux des réfugiés et en même temps, il correspond à l'archétype
du juif misérable dans son errance désespérée au sein de l'Europe de l'entre-deux-guerres. Par le biais de ce personnage, Cohen révèle sa connaissance du sort des milliers de réfugiés qui déferlent sur l'Occident. Par exemple, Jérémie répond à Scipion qui l'interroge sur son origine. « Je suis né à Lituanie. »« Ah bon, c'est un petit pays que j'ai entendu parler, alors tu es un Lituanien. »« Non, messieurs Scipion, parce que mon père est né à Roumanie. »« Ah, j'ai compris, tu es roumain, dit Scipion, conciliant. »« Non, pas roumaine, parce que les messieurs roumaines ont enlevé passeport à mon messier père. Alors tu es quoi ? » ?»« Plutôt serbe. »« Comment plutôt ? » ?»« Parce que je suis un peu anglais aussi. » Scipion porta ses mains à son front déjà lourd. « Explique, ma belle, vas-y, t'émotionne pas. » Ma mère est née à Pologne, mais son messier père était né à Salonique et il était turc, mais pas beaucoup, etc. Ce n'est probablement pas un hasard si la Roumanie et la Lituanie figurent parmi les pays dont Jérémie se dit originaire. La Roumanie a alimenté le flot des réfugiés avant la Première Guerre mondiale. C'était la troisième grande source d'émigration juive après la Russie et la Galicie. L'antisémitisme y était particulièrement virulent et la pauvreté extrême. La politique gouvernementale désignait les Juifs comme les ennemis de la nation, leur interdisant même de gagner leur vie, d'exercer le commerce quel qu'il fût, encourageant les actes de violence à leur encontre. Quant aux Juifs de Lituanie, pendant la Première Guerre mondiale, ils étaient particulièrement exposés, car le yiddish, dialecte juif allemand qu'ils parlaient, jetait le trouble et le doute sur leur loyauté. Les Russes craignaient notamment qu'ils fassent de l'espionnage au profit des empires centraux. Dès lors, leur déportation fut organisée par l'armée russe en 1915. En quelques semaines, tous les Juifs de Lituanie orientale et de la province de Courlande, actuelle Lettonie, furent expulsés avec une extrême brutalité. Quelques 600 000 personnes se trouvèrent déracinées et maltraitées par la soldatesque qui les prenait parfois en otage. On l'aura compris. L'intérêt d'Albert Cohen pour les réfugiés est manifeste, longtemps avant qu'il n'entre au comité intergouvernemental, bien avant que ces organismes mêmes n'existent. Albert Cohen vit essentiellement à Genève entre les années 14 et 30. Quand il arrive à Genève, 35 à 42% de la population genevoise est étrangère. Cette très forte proportion tombe à 15% dans l'entre-deux-guerres, en partie parce que de nombreux étrangers mobilisés partent au combat. Son camarade d'université et ami, Marc Shapiro, en témoigne. Lui-même issu d'une famille juive russe très bourgeoise, arrivé en Suisse au cours de la première décennie du XXe siècle. Shapiro mentionne dans son autobiographie les nombreux émigrés de Russie ou des provinces baltes, qu'il connaissait notamment pour les avoir rencontrés dans des pensions où il logeait ou dans les cafés qu'il fréquentait. Je cite. « Je me mouvais sans grand mal au milieu d'un monde hétéroclite que la révolution russe avait déposé sur les rivages de l'Helvétie, comme des coquillages et des épaves qu'abandonneraient en se retirant les vagues d'une mer démontée. » Albert Cohen les a aussi forcément côtoyés et a vu les difficultés auxquelles ils étaient confrontés, chacun devant se débrouiller pour se tirer d'affaire, aucun organisme public ne s'occupant à cette époque des victimes, je cite, des bouleversements politiques. Là, j'ai cité Shapiro. Lui-même, quoique de nationalité suisse, Albert Cohen, a rencontré des difficultés pour intégrer le BIT avant-guerre, où il n'a collaboré que de façon intermittente, malgré son désir d'y occuper un poste fixe. Bien que son travail soit très apprécié par son supérieur hiérarchique, son engagement est reporté pour des raisons budgétaires, et avant-guerre, d'octobre 26 à avril 27, ainsi que d'avril 28 à juin 30, ses mandats ont été renouvelés de mois en mois. Albert Cohen a été ainsi maintenu dans une incertitude professionnelle et matérielle préoccupante. Il a, de surcroît, été témoin des mesures prises à l'encontre des immigrés juifs quand l'intérêt de la Suisse était de protéger son marché du travail et, je cite, de se défendre contre la surpopulation étrangère. Quand il est entré au comité intergouvernemental pour les réfugiés à Londres en septembre 1944, il possédait de longue date une connaissance humaine de la difficile condition des exilés dont son œuvre de fiction et tout ce qui précède témoignent. C'est là, en tant que conseiller à la commission d'experts sur les documents d'identité et de voyage en août 1945, qu'Albert Cohen a établi un rapport préliminaire sur l'adoption d'un titre d'identité et de voyage.
Ce rapport a servi de base aux travaux de la Commission ainsi qu'à la conférence diplomatique d'octobre 1946, qui ont permis la délivrance d'un titre de voyage pour les réfugiés apatrides et ne jouissant de la protection d'aucun gouvernement. Le rapport a valu à Albert Cohen des éloges pour sa connaissance approfondie et minutieuse du sujet. Des milliers d'exilés ont pu circuler librement grâce à ce titre de voyage et parfois retrouver des parents survivants. À dater de mars 1946 et jusqu'au mois de juin 1947, Albert Cohen a été conseiller juridique et responsable du travail du Comité intergouvernemental pour les réfugiés en matière de protection juridique et politique à Londres. En juillet 1947, il a pris ses fonctions de directeur de la division de protection à l'OIR à Genève et à partir du 1er juin 1948, il a été directeur adjoint du département de protection. L'OIR venait alors d'être fondée en décembre 1946 pour régler le sort des exilés européens qui vivaient encore dans des camps. C'est dans ce cadre qu'il a travaillé notamment à l'implémentation de l'accord du 15 octobre 1946. Certains pays avaient signé l'accord sans le faire entrer en vigueur, d'autres pas. Il était alors important de faire le point de la situation pour envisager des mesures qui fassent progresser l'adoption de l'accord par d'autres pays. Je voudrais vous montrer, avant de conclure, l'extrait d'un mémorandum sur cette question. On peut voir dans les annotations en marge qu'Albert Cohen déploie son sens stratégique pour tenter d'obtenir l'élargissement du champ d'application de l'accord. Alors, ça marche. Voilà. Donc ça, c'est un mémorandum qu'Albert Cohen a demandé d'établir par Miss B. Berkowitz, qui est Bella Berkowitz, qui a été son épouse plus tard. C'est daté de 1847. 1947. Et voilà, donc elle établit la liste des pays qui n'ont pas encore signé l'accord, bien qu'ils soient signataires de la constitution de l'OIR. Et il y a là la Chine. Alors vous avez en marge l'écriture d'Albert Cohen, que je vous ai retranscrit ici en clair. Pour la Chine, ne pas envoyer la lettre préparée par vous en annexe aux représentants diplomatiques chinois. Le seul moyen de réussir est de faire agir notre représentant en Chine par intervention auprès de la branche du ministère des Affaires étrangères à Shanghai et surtout auprès du ministère même à Nankin. Vu la situation en Chine, il y a des chances de réussite. Voilà. En guise de conclusion, je voudrais encore vous dire 2-3 petites choses. Plus de 20 ans après la création du personnage de Jérémie, on peut reconnaître celui-ci dans les descriptions du réfugié que fait Albert Cohen dans un discours à la Commission de l'éligibilité et de la protection en 1949. Je cite, « Cet homme qui est un étranger partout et un étranger non protégé est le plus souvent un malheureux, une épave. Il vit dans des conditions matérielles et morales particulièrement difficiles. Il a le plus souvent perdu ses biens matériels. Il est démuni de ressources et ne peut avoir recours aux diverses formes d'assistance qu'un État dispense à ses ressortissants. Il a personnellement connu dans le passé des périodes douloureuses. Il a été fréquemment frappé dans ses affections familiales. Il est parfois en butte à la suspicion ou au mépris qui s'attache facilement aux étrangers démunis de protection. La vie mouvementée, spasmodique, chaotée du réfugié donne naissance à des problèmes nombreux et complexes qui sont son triste apanage et que ne connaissent pas les étrangers normaux. Jérémie fait partie des malheureux de la terre. Il est l'incarnation de l'émigré, ballotté, maltraité, solitaire en errance, sans passeport efficace, vulnérable de n'être protégé par aucune nation. Il est emblématique du désarroi de milliers de personnes dans l'entre-deux-guerres. La fragilité du personnage est celle de tous ceux qui ont été arrachés de leur pays ou qui ont dû le quitter pour échapper aux mauvais traitements et aux persécutions. Tout, dans Jérémie, montre l'empathie de son auteur pour lui et à travers lui pour les exilés. Toutefois, Albert Cohen n'en a pas fait une figure exclusivement pathétique. Il a placé Jérémie au rang des valeureux dont il partage la puissance comique et une certaine hauteur morale. Son évolution à travers les différents états d'Ézéchiel et de Manche-Clou a révélé à quel point le personnage était ancré dans la réalité historique de son époque. Cela montre bien la convergence des préoccupations de l'homme, Albert Cohen, du dramaturge et du fonctionnaire international. Merci.